Je m'appelle Paul Sovol. J'ai 14 ans quand la guerre éclate. Et vous savez qu'à cette époque-là, 14 ans, pour moi c'était quelque chose, parce que à cette époque-là, il n'y avait pas d'obligation pour les jeunes d'aller à l'école jusqu'à 18 ans comme aujourd'hui. Donc mon père m'appelle, me dit, voilà, maintenant tu as 14 ans, tu es un homme. Je dis, ben, s'il le dit, il faut croire que c'est vrai, mais il dit, voilà, maintenant tu vas aller travailler. Vous savez, je savais qu'on était d'origine juive, mais on n'était pas du tout religieux, on parlait français à la maison, donc, qu'est-ce que vous voulez, pour moi ça n'avait aucune signification. Et quand j'ai eu 16 ans, des vacances, etc., j'ai voulu retourner à l'école. Et à ce moment-là, on m'a dit non, tu peux pas suivre l'école, parce qu'il y a une nouvelle loi, interdiction pour les juifs d'aller à l'école. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Quand ma maman m'a cousu cette étoile sous ma veste, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, tu es juif, ah bon? Et puis, je prenais tout ça au second degré, parce que vous ne voyez pas le danger. Parce que dans la bande de copains où j'étais, à l'école, c'était ça. J'étais le seul qui avait l'étoile. Donc ils me considéraient tous comme le shérif de la bande. C'est pour vous dire qu'on ne voyait pas du tout le danger. Le 6 juin 1944, un événement, le débarquement en Normandie. Et alors nous, on se dit, s'il pouvait arriver jusqu'à Bruxelles, on ne devrait plus rester caché, donc on pourrait sortir librement. Malheureusement, le 13 juin 1944, en pleine nuit, la Gestapo entoure la petite maison où on est caché et elle arrête toute la famille, parce qu'ils nous surveillaient, on avait été dénoncés. Ils sont arrivés à faire un train de wagons de marchandises. Et alors on a été sélectionnés pour partir, toute la famille. Alors on a été embarqués dans ces wagons, à 40 ou 50 par wagon, avec la petite valise, avec les quelques aliments qu'on avait, etc. Et puis quand le train était chargé, on était 700, je crois, ou 800, je ne sais plus, mais le train est parti, quoi. Moi, je suis dans ce wagon, j'ai un papier, un crayon, et j'écris un petit mot à mon ami, cher Nelly, voilà, nous sommes déportés, nous ne savons pas où, mais nous sommes pleins de courage, nous reviendrons. Je mets son nom, son adresse, etc. Et ce papier, je laisse tomber entre les fentes du plancher de ce wagon. Et ce papier tombe entre les rails sur le ballast. Et bien, figurez-vous qu'un cheminot qui a travaillé sur cette voie a trouvé un papier, a vu qu'il y avait une adresse, l'a mis dans une enveloppe, a mis des timbres. Et quand je suis rentré dans le bain, j'ai appris que Nelly avait reçu ce message. Et moi, j'avais sa petite photo. Et puis voilà, on a été transportés comme ça, comme des ballots, pendant 3 jours, 3 nuits, etc. C'est pas des trains prioritaires, donc on restait immobile pendant des heures, et puis on regardait par la lucarne, on voyait qu'on avait quitté la Belgique, quand on est rentré en Allemagne, puis qu'on était rentré en Pologne, mais on ne savait pas où on allait, puisqu'on ne nous avait pas prévenus. Aussitôt que les serrures ont été déverrouillées, là, on a ouvert les portes à glissière en grand, et là, nous avons été accueillis, mais entre guillemets, nous avons été accueillis par des cris, des hurlements et des aboiements. Raus, schnell. Schnell, schnell, los, raus, raus. Eh bien, raus, ça veut dire dehors. Autrement dit, on aurait pu nous dire sortez, descendez, sautez. Non, on nous dit dehors. Voilà le premier mot qu'on entend après 3 jours où on n'a pas dormi, pas mangé, tout. Dehors, allez, dehors, dehors. Et oui, on nous fait comprendre qu'on va laisser nos bagages, enfin ce qu'on avait apporté au pied de notre wagon, et on nous pousse en avant, on est comme un troupeau. Hein. Et quand tout le monde s'est eu délesté de ses affaires personnelles, à ce moment-là sont arrivés plusieurs SS, avec des espèces de matraques à la main, et ils ont commencé à séparer les hommes des femmes. Ils mettent les femmes à gauche, les hommes à droite. Ils font ça très vite. Hein. Ils poussent les femmes à gauche, les hommes à droite. Et là, j'ai vu les premières brutalités, parce que devant moi, il y avait un couple de monsieur, madame, avec ses petits-enfants. Le monsieur ne voulait pas quitter sa femme et ses enfants. Pour quelle raison? Parce que
Il devait rester en famille. Mais alors un SS est arrivé avec sa matraque, a commencé à le battre jusqu'au moment où il lâche prise et puis il l'a rejeté vers les hommes en disant « mais tu les verras plus tard ». À sa droite, il y avait les camions qui attendaient, et à sa gauche, il avait déjà trié une douzaine de femmes. Alors on arrive à sa hauteur, bon, par chance, il parle un petit peu le français, un mauvais français qu'on comprend très bien, et avec brutalité, il nous dit « ceux qui sont fatigués, ils montent les camions. Ceux qui peuvent marcher, ici ». Et là, qu'on rejoigne les femmes qu'il avait déjà choisies. Ils ont mis à gauche les malades, les tout vieux, les tout jeunes. Mon jeune frère, qui avait 14 ans, a été mis à gauche. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Hein. Moi, je me suis dit en moi-même, moi, je ne suis pas fatiguée, moi, je marche. Probablement que j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Mais vous savez qu'en aucun cas, je pouvais imaginer que c'était une sélection, que mon sort se passait ce matin-là. Je me suis donc positionnée avec les femmes qu'il avait choisies sans qu'il me désigne. Et ce qui s'est passé, eh ben, c'est que comme il était tout seul, il était un peu débordé, il n'a pas remarqué que je n'avais que 14 ans. Et puis ils nous ont mis en rang par 3, et puis nous avons fait 300 ou 400 mètres. Et nous étions toujours en pleine nuit. Et on est arrivé dans un bâtiment, tout en longueur, comme ça, et puis... Dans une grande salle, on arrive. Qui nous attend? 3 SS. Il y a 3 SS qui sont là au garde à vous, et dès qu'on arrive dans la salle, ils commencent à hurler, en allemand et en français, il faut se déshabiller. Tout le monde à poil. Alors on s'est regardé. Vous savez pourquoi? Pour quelle raison? Oui, alors. Ils ont fait expliquer qu'on était tous tout nus, qu'on allait procéder à une fouille. Si on possédait quelque chose de quoi que ce soit de valeur, qu'on leur remette. Écoutez, pour nous, ça nous a paru inimaginable. Hein. On est resté absolument figé sur place. On a pensé que pour nous, c'était impensable de se déshabiller devant les soldats. Alors, tout le monde donnait ce qu'il avait. Moi, de toute façon, je n'avais pas grand-chose, je n'ai rien donné. Et comme on est en plein hiver, et qu'on arrive de France, on est en plein hiver, on avait tout un maillot de corps, un petit tricot. Bon, eh ben, arrivé au sous-vêtement, on s'arrête, on ne veut pas aller plus loin. À ce moment-là, les 3 SS se déchaînent complètement et commencent à hurler « Naquette, naquette, naquette !» Il fallait être complètement nu. Et puis, on nous a fait tous baisser. Et un des dirigeants, les capots et tout ça, eh ben, ils nous ont mis le doigt dans l'anus pour voir si on avait caché quelque chose. Tout le monde y avait droit. Et si seulement quelqu'un se rebiffait, prenait des coups. D'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à distribuer des coups. Et ensuite, du fond de la salle arrivent plusieurs femmes. Elles ont chacune une tondeuse à la main. Sans explication, il avait une tondeuse. Il a commencé à me tondre les cheveux, la boule à zéro, et puis en dessous des bras, les poils du pubis, tous les poils du corps, quoi. Et on nous fait attendre un bout de temps, debout, rasé comme ça. Et puis hop, il m'a rejeté vers un autre de ces bagnards qui avait, lui, un seau, il avait une brosse, il devait avoir un détergent dans ce seau, parce qu'on m'a passé ça partout, où on m'avait tourné. Et ensuite, au bout d'un moment, arrive un autre groupe de plusieurs femmes. Alors là, elles viennent, elles ont dans la main un petit encrier qui s'est avéré de l'encre de Chine. Et puis, très rapidement, il me marque ce numéro dans la chair de mon bras gauche. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi? Je ne comprends pas. Et puis finalement, bon, on me rejette dans la pile des prisonniers, en courant, on passe devant d'autres bagnards qui ont derrière eux une pile de vêtements, ils prennent au hasard, et puis c'est comme ça qu'on me jette une veste, un pantalon, une chemise, un sous-vêtement, un caleçon, et puis pour finir, une sorte de béret. Et ensuite, en dernier lieu, on voit arriver de l'extérieur plusieurs femmes qui portent un tonneau et qui sont accompagnées d'une capot. C'est la soupe qui arrive. Alors il nous faut mettre en file très rapidement, l'un derrière l'autre.
Et puis on va arriver à un autre avec des gamelles à moitié rouillées. Alors elle dépose le tonneau au milieu de la pièce et il y a la capot qui est la préposée qui est là. Elle soulève le couvercle du tonneau. Écoutez, une odeur une odeur absolument infâme qui se dégage du tonneau. Je ne sais pas à quoi la soupe elle était, mais c'est une odeur horrible. Alors, ils comptent 5 prisonniers. Ils prennent une de ces gamelles dans laquelle ils mettent 2 louches de ce liquide brun chaud et ils nous le donnent. Une gamelle pour 5. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une bonne demi-journée, tout bascule dès le premier jour. Hein. Parce que quand vous arrivez par cette fameuse ouverture, là, vous descendez du train, quand vous descendez des wagons, vous arrivez de France, vous arrivez de la liberté, il y a 15 jours que Torsion était libre, vous arrivez aussi de la civilisation, vous avez un nom, vous avez un prénom. Bon. Vous avez des cheveux, vous ressemblez à une jeune fille, vous ressemblez à une femme, vous êtes habillé correctement avec des vêtements normaux. Eh bien, quand on vous fait sortir par l'autre ouverture et qu'on va vous conduire dans les blocs qui vous sont, des blocs de quarantaine, eh bien, en une demi-journée, on a perdu toute identité parce que maintenant, à partir de maintenant, c'est terminé. On a perdu toute identité. Plus jamais, on va vous appeler ni par votre nom, ni par votre prénom. Vous devenez le numéro matricule qui a été tatoué sur le bras. Et c'est comme ça que se termine le jour de l'arrivée. Là, quand on est arrivé dans le bloc de quarantaine, et quand on a enfin entendu parler français, les femmes qui sont arrivées avec de la famille ont voulu savoir où était leur famille. Moi, je sais bien ce qu'on veut faire de nous, hein, puisqu'on nous a mis à droite, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les gens qu'ils ont mis à gauche? Les gens qui sont montés dans les camions. Où est-ce qu'ils sont et quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? C'est quand même une question normale. Elles nous disent ici à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. Mais ils se sont évadés par la cheminée. On n'a pas compris ce que ça voulait dire. Écoutez, on les regarde complètement embêtés, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'elles nous disent. Parce que tout simplement, Birkenau, Auschwitz numéro 2, était le camp d'extermination totale. Alors elles ont vu à notre air ahuri qu'on ne les croyait pas. Alors elles nous ont dit, mais voyez quand même bien là-bas les cheminées qui fument. Et c'est pour ça qu'il y avait une grande cheminée, enfin, et que c'était le slogan, enfin, voilà, tu t'évades par la cheminée. On avait aperçu effectivement assez loin, parce que nous on se trouve assez loin des chambres à gaz, là où on est. On avait aperçu de loin une cheminée qui fume. Mais qu'est-ce que c'était pour nous une cheminée qui fume? Ben, c'était une fabrique, c'était une usine. Comment imaginer, comment croire que ce sont les corps des gens qui sont arrivés le matin et qui sont en train de brûler? Donc, si vous voulez, du côté des femmes notamment,
ils ont fait la même chose. Donc ils ont mis à gauche les grands-mères, les mamans avec leurs petits bébés, avec leurs petites filles, tous les petits-enfants, etc. Les malades, etc. Et puis on leur a dit, voilà, vous allez rentrer dans un camp, mais il y a le typhus. Et le typhus, c'est mortel. Et c'est pour ça que vous devez passer par une douche, c'est une désinfection. Alors vous voyez, là, il y a des camions avec la Croix-Rouge. Ceux qui ne savent pas marcher peuvent prendre le camion, autrement vous allez promener jusque dans le vestiaire. Et on les amenait dans un vestiaire. Effectivement, il y avait des crochets au mur avec des numéros, il y avait des bancs, etc. Et on leur a dit, voilà, maintenant vous allez mettre vos vêtements au crochet. Mais vous devez vous souvenir du numéro. Bon. Et puis quand ils étaient tous nus, puis on les a amenés dans ce qui est la douche. Parce qu'il y avait des pommeaux de douche. Donc on met tout le groupe là-dedans, il y a des pommeaux de douche, et puis on ferme les portes. Et puis des pommeaux de douche, c'est pas de l'eau qui sort, c'est du gaz, du cyclone B. Et 20 minutes après, tous ceux qui sont rentrés dans ces soi-disant douches sont morts. Tous les jours, jour et nuit, on entendait les cris dans les chambres à gaz lorsqu'ils rentraient. Ça durait quelques minutes, le temps que tout le monde soit étouffé. Alors voyez-vous, les portes s'ouvrent de l'autre côté. Et il y a un commando de prisonniers qui tire tous les cadavres dehors. Et parmi ces prisonniers, il y a des coiffeurs avec les tondeuses, et ils tondent les cheveux des femmes et des enfants, etc. Parce qu'il faut tout récupérer, hein, bien sûr. Et puis après ça, il y a des dentistes qui vont arracher toutes les dents en or. Parce qu'il faut récupérer tout ça, bien sûr. Et après ça, il y a des médecins qui examinent le corps des femmes, les parties génitales, pour voir s'il n'y a rien de caché, parce qu'il faut tout récupérer. Et puis après ça, il y a un monte charge qui amène les cadavres à l'étage supérieur. Et là, il y a une batterie de 5 ou 6 fours où on embarque 5 personnes à la fois dans le four et on les brûle. Mais comme il n'y avait pas assez de fours crématoires pour brûler 25 000 personnes, je ne dis pas 2500 personnes, mais 25 000 personnes dans la journée, et les jeter dans les fosses, eh ben, j'ai assisté ça pendant un mois, tous les jours. Et puis même les cendres, on a récupéré aussi pour en faire de l'engrais. Et c'est comme ça, voyez-vous, qu'on récupère absolument tout de l'être humain. Et puis nous sommes arrivés jusqu'en 1945. Au mois de janvier en 1945, et on est parti sur la route. Par moins 20, par 25, je ne sais pas, et puis de la neige partout, etc. Et puis ils les ont réveillés, ça devait être le 18 ou le 19, je ne sais plus. Et ils nous ont jetés sur les routes. Et on a marché tous les jours 25 km. Parce que les Soviétiques avaient commencé leur offensive et qui allait les amener jusqu'à Berlin. Donc je veux dire que... Et ils évacuaient tous les camps de Haute-Silésie. Ça a été terrible cette marche aussi. Ça a été terrible parce que d'abord, moi par exemple, j'avais 2 boules de pain et ces rations, je les ai mangées en 4 jours. J'ai tout mangé, j'avais faim. Ils ont comme ça mis des milliers et des milliers de gens sur les routes, en plein hiver, avec rien du tout. On dormait à la Belle Étoile, où on se trouvait sur un champ n'importe où, dans la bouse de vache, dans la neige et tout. Mais on était gardés par les SS, qui eux, ils avaient des musettes pleines de nourriture, avec des thermos, etc. Donc je veux dire, ils étaient armés, bien sûr. On ne pouvait pas se mettre sur le bas-côté de la route parce qu'on se met une balle dans la tête. Maintenant, vous dire, des 500 personnes qui étaient parties 8 jours avant, il en restait 200. Tout ça, ça avait été tué, laissé pour compte, et il y avait plus, on était 200.
Maintenant, je vais terminer en vous donnant l'historique de mon transport. Je vous ai dit qu'il y avait un très très grand train à Bobigny. Eh bien oui, j'ai fait partie d'un transport de 1500 personnes. Il y a eu peu de transports aussi grands. Alors, sur les 1500 personnes qui sont arrivées le 13 février 1944 à Auschwitz, 210 hommes ont été requis pour le travail, sont donc rentrés dans le camp, et 61 femmes, dont j'ai fait partie par miracle. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 1229 personnes qui ont été dirigées dans les camions du côté des femmes et du côté des hommes ont été gazées le jour même. Et maintenant, à la libération, au retour, sur 1500 personnes, combien ont survécu? 59. 32 femmes, 27 hommes.